se retrouve du coup avec le député Jean-Luc Fugit. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous. Quels sont les enjeux de la transition agro-énergétique ? Alors écoutez, ces enjeux sont évidemment majeurs. L'enjeu principal, c'est évidemment de réduire l'impact environnemental de notre agriculture. Et si on regarde ce que fait la France en la matière, nous sommes déjà dans une des agricultures les plus vertueuses au monde. En tout cas, en Europe, on en est à peu près sûr. Ça, c'est certain. Maintenant, il faut le lier à la question énergétique aussi. C'est d'ailleurs l'objet d'un rapport que j'ai pu produire dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont l'agriculture face au défi de la production d'énergie. Il est certain qu'il faut toujours raisonner de la manière suivante. L'agriculture aujourd'hui produit de l'énergie, tout simplement parce qu'elle produit notre énergie alimentaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et cette énergie alimentaire, c'est pour nous évidemment notre alimentation et aussi celle des animaux d'élevage. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, comme on produit un certain nombre de déchets, il faut voir comment on peut valoriser ces déchets. Et donc là intervient l'un des enjeux intéressants de l'économie circulaire, à savoir la valorisation des déchets agricoles pour justement le récupérer sous la forme d'une énergie qui peut être donc utilisée pour nos modes de déplacement ou tous les autres usages habituels. Et je crois qu'il faut bien chercher à aller vers la complémentarité. Donc je pense qu'on va y revenir. Mais aujourd'hui, quand je parle de valorisation de déchets, je pense évidemment à la méthanisation, que l'on peut coupler en termes de méthanation avec la production d'hydrogène et qui permet d'augmenter le rendement de la méthanisation. Il y a aussi l'agrivoltaïsme sur lequel je reviendrai éventuellement. Donc on voit qu'on a dans cette démarche d'agroécologie et d'agroforesterie d'ailleurs au passage aussi, on a des enjeux extrêmement importants à l'avenir. Et ce sont d'ailleurs des enjeux que l'on va retrouver dans le cadre de la future PAC qui va se mettre en place là de 2023 à 2027. Alors comment doit-on mettre en place cette transition, sachant que la production énergétique, clairement, elle ne doit pas prendre le dessus de la production alimentaire ? Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec ceci. C'est d'ailleurs une des préconisations fortes de ce rapport et des 20 recommandations qu'on a pu faire dans ce rapport, à savoir qu'à partir du moment où il peut y avoir un conflit d'usage sur les terres, la priorité doit rester à la production alimentaire. C'est une production énergétique, comme je disais tout à l'heure, mais c'est la production alimentaire et ça, c'est le plus important. Ensuite, on doit donc faire très attention et c'est la raison pour laquelle moi je suis plutôt favorable aux évolutions par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Je vais essayer de m'expliquer. Si je prends par exemple le cas des biocarburants. Les biocarburants dits de première génération, je l'avoue, je ne suis pas un grand fan parce que je pense que ça peut consommer des quantités de terre très importantes et ça peut poser problème à terme. En revanche, aujourd'hui, on a des biocarburants de deuxième génération, voire de troisième génération avec des algues, deuxième génération avec, par exemple, la linocellulose, etc., que l'on dégrade. Et la première génération, c'était plutôt... c'est plutôt faire de l'huile à partir du diester, du bioéthanol, etc. Okay. Et ça, on n'a pas un bilan environnemental extraordinaire non plus. Okay. En revanche, sur les biocarburants de deuxième génération, je pense par exemple à ce que IFP Énergie Nouvelle a fait avec le projet Futurol, et maintenant des usines qui commencent à le produire. On a là des choses très intéressantes et on valorise vraiment du déchet. Je voulais aussi parler, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, de la méthanisation qu'il faut développer, et avec la méthanation, parce que c'est quelque chose d'intéressant par rapport à l'hydrogène par exemple, pour optimiser encore la méthanisation, on peut faire des choses remarquables. Je pense par exemple à une exploitation agricole que j'ai visitée récemment, où sur 200 et quelques hectares de céréales, en produisant du méthane à partir d'une valorisation de déchets agricoles, mais aussi donc de restauration collective du coin, etc., eh bien l'agriculteur, sur son exploitation, économise 50 000 € de fertilisants par an. Donc ça veut dire que quelque part, il y a aussi un impact économique et surtout, donc, il faut le faire de manière très contrôlée, parce qu'il faut avoir des intrants qui soit très bon au niveau du produit entrant, au niveau de la méthanisation, mais il faut aussi que les fertilisants, ce qu'on va utiliser à la sortie, le digestat comme fertilisant, il faut évidemment qu'ils soient de bonne qualité, il ne faut pas les mettre du plastique. Donc il faut un tri des biodéchets qui soit parfait. Autre sujet extrêmement intéressant dans cette mise en œuvre, quand on pense par exemple au photovoltaïque. Le photovoltaïque au sol, il faut être très méfiant. Il ne s'agit pas d'artificialiser encore plus de sol qu'on en artificialise dans ce pays. Tous les 10 à 12 ans, depuis 40 ans, on a perdu l'équivalent en surface agricole utile d'un département comme le département de la Drôme. Et donc ça, c'est plus acceptable. C'est pour ça que dans la loi climat et résilience, on réduit par 2 le rythme d'artificialisation des sols.
Si on veut faire du photovoltaïque, parce qu'il faut récupérer de l'énergie solaire, c'est quand même la plus abondante, il faut aller vers l'agrivoltaïsme, de mon point de vue. L'agrivoltaïsme qui combine à la fois donc le photovoltaïque à une certaine hauteur et la production végétale qui peut être arboricole, qui peut être viticole, mais qui peut être aussi de l'herbe pour pâturer, que ce soit pour des moutons ou autre, et on peut même le faucher pour récupérer du foin. On va perdre un tout petit peu en rendement agricole, mais on va gagner en rendement énergétique. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, on est encore au balbutiement, je dirais, mais si on pense méthanisation avec méthanation, si je pense agrivoltaïsme ou si on pense les biocarburants du futur, je crois qu'il y a des choses très intéressantes à faire. Mais il faut le faire avec l'objectif premier qui consiste à vraiment faire en sorte que la destination première de nos terres, ce soit notre alimentation et évidemment une alimentation de qualité. Bien sûr. Alors quel rendement et quelle réduction de notre impact environnemental on est en droit d'attendre de cette transition agro-énergétique? Et là aussi la question, c'est à quelle échelle de temps? Alors, aujourd'hui, 20% des énergies renouvelables produites en France sont produites par le monde agricole, je dirais déjà. On sait que le potentiel est très élevé et donc on sait que des études nous montrent que d'ici à 2030, 2040, 2050, on doit pouvoir arriver à 2 fois, 3 fois plus. Ça c'est très bien. Encore une fois, il faudra le faire d'une manière très encadrée et il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut accompagner le monde agricole. Vous savez que le monde agricole, c'est celui qui a peut-être le plus évolué sur les 30 ou 40 dernières années dans tous les domaines, si on y réfléchit bien. On va de plus en plus vers une agriculture de précision, une agriculture qui fait appel aussi à l'intelligence artificielle, au suivi avec des données spatiales, etc. Parce qu'il faut s'adapter aux exigences sociétales, parce qu'il faut s'adapter aux évolutions climatiques. Mais on a besoin aussi de formation et de recherche. Il faut continuer à développer la recherche et aussi la formation. Il faut accompagner le monde agricole. Les agriculteurs ont besoin de formation. Et au niveau des rendements, etc., moi je pense qu'il faut aussi favoriser l'autoconsommation. Bien sûr. Parce que si on favorise l'autoconsommation, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec l'agriculteur qui utilisait maintenant donc, son digestat comme fertilisant, on voit qu'on peut avoir des économies. Au passage, c'est des économies d'engrais chimiques, donc c'est une baisse de l'azote que l'on va pouvoir relarguer, l'azote donc de synthèse. Et donc ça, c'est très intéressant pour réduire justement cette dépendance et les effets négatifs de l'azote. Donc on a des enjeux très importants. Ceci dit, il y a un point aussi que je voudrais évoquer, c'est que il faut qu'on se méfie de tout ce qui est intermittent. On le sait, tout ce qui est photovoltaïque, éolien, etc. C'est pas la panacée. Et donc là, on a des vecteurs énergétiques très intéressants. On le sait avec notamment l'hydrogène, qui est très intéressant, puisque vous le savez tous, hein, l'hydrogène n'est pas une énergie, mais un vecteur énergétique. En revanche, une fois qu'on a stabilisé cette molécule, qu'on l'a donc générée par l'électrolyse de l'eau, pour laquelle on peut utiliser par exemple l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques, on sait que cet hydrogène-là, on va pouvoir l'utiliser soit couplé avec un méthaniseur en milieu rural pour optimiser le rendement du méthaniseur, parce que je rappelle quand même que le rendement de méthaniseur, c'est que de l'ordre de 50 à 60%, hein, ce qu'il sort d'un méthaniseur en termes de méthane. Et donc si vous faites réagir de l'hydrogène avec le CO2 qui sort du méthaniseur, vous allez transformer ça en méthane supplémentaire que vous allez pouvoir injecter dans les réseaux. Donc on a beaucoup de recherche à faire et aussi de recherche sur le modèle économique. Et je pense qu'on va aussi regarder le législateur, la réglementation. On doit aussi faire en sorte de donner des perspectives nouvelles. Il va falloir se poser la question du foncier agricole, où il y a aussi un certain nombre de choses à faire. C'est l'objet des recommandations que je fais d'ailleurs dans ce rapport que j'ai remis au ministre de l'Agriculture et qui a demandé à ses équipes de l'étudier. On a des recommandations aussi bien sur la question de la réglementation que sur la question de l'accompagnement à la formation des agriculteurs que sur la question du foncier. Et je crois qu'on va avoir besoin de toutes les énergies pour justement accompagner ce monde agricole vers cette transition. Donc moi je pense que l'agriculture elle a un bel avenir, à condition que chacune et chacun d'entre nous, on ait un regard extrêmement positif vis-à-vis d'elle, qu'on l'accompagne, qu'on les aide et qu'on les forme surtout, et que donc on soit dans dans une synergie extrêmement positive. Donc voilà, on a une agriculture qui est déjà extraordinaire, il faut qu'elle continue à nous produire des produits de qualité, mais il faut en même temps qu'un jour les agriculteurs soient fiers, pour conclure je dirais, ils soient fiers à la fois de produire une alimentation de qualité, mais qu'ils soient fiers aussi de produire une énergie de qualité, et une énergie autour de projets de territoire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup monsieur le député pour vos travaux, pour votre intervention et votre contribution à ces enjeux très importants.
Belle journée à vous. Merci à vous.